à présent de sujet. On va continuer à observer cette situation de plus près, puisqu'on nous informe que le président en exercice... C'est vrai, ils n'ont jamais envisagé. Il y a plusieurs informations. Parce qu'il y en a qui disent aussi qu'il persiste qu'il a démissionné. C'était pas fait. Mais elle est toujours confuse, la situation. Peut-être d'ici la fin de l'émission, on reviendra sur la population pourrait... La manifestation de protestation... De soutien. Non, de soutien au président. De protestation contre les mutins et de soutien au président pourrait... Il faut craindre aussi... À voir si une autre manifestation ne vient pas aussi soutenir les putschistes. Même avec le soutien de Seba n'est pas si implanté à Niamey. Ah si, parce que... On va partir du côté de Saint-Pétersbourg pour avoir notre confrère Mamadi Ternan Kamisoko qui a effectué donc le déplacement de la Russie pour couvrir en direct cette grande rencontre Russie-Afrique. Il va nous dire quel est le niveau de mobilisation de la part des dirigeants africains. Côté guinéen, est-ce que la délégation est déjà arrivée? Si oui, quelle est sa composition? Nous allons essayer de lui poser ces questions. On refait le monde, l'invité. Mamadi Ternan Kamisoko, bonsoir. Bonsoir à bonsoir à tous les chroniqueurs. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision guinéenne. Vous êtes également administrateur du site infochrono.org. Alors, vous êtes précisément à Saint-Pétersbourg pour couvrir donc cette rencontre Russie-Afrique. Dites-nous, quelle est la physionomie aujourd'hui de cette ville? Merci beaucoup à Bakar Kondé pour cette opportunité. Il faut dire que à la veille de l'ouverture de cette deuxième édition du Forum Russie-Afrique, il y a de l'engouement aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Les rues sont bondées de véhicules, mais aussi on voit de part et d'autre des policiers qui sont en train de réguler la circulation parce que la ville accueille énormément de personnes. Et on le rappelle que la Russie, dans un communiqué, avait dit que c'est quelques 90 à 90 000 personnes qui étaient attendues par rapport à cette deuxième édition du forum. Autant dire que l'enjeu est énorme, c'est pourquoi l'ambiance, les rues sont bondées de monde aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Donc, puisqu'on parle de rencontre Afrique-Russie, est-ce que aujourd'hui Saint-Pétersbourg présente une image africaine? Est-ce qu'il y a suffisamment de peau noire en termes de mobilisation? Bon, il faut dire qu'il y a suffisamment de peau noire à certains endroits, parce qu'on n'a pas eu la chance de visiter les points où les délégations officielles ont été, parce qu'il y a un problème de sécurité qui se pose ici. C'est vrai qu'on a fait un tour dans la ville, on a visité certains sites touristiques. C'est là-bas qu'on a rencontré beaucoup de Noirs qui sont venus aussi pour ce forum-là, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des opérateurs économiques qui sont invités, il y a des miniers, ceux qui évoluent dans le domaine des mines, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le commerce parce que c'est le secteur fort dans lequel la Russie évolue aujourd'hui sur le continent africain. Il y a beaucoup de commerçants aussi qui se sont mobilisés par rapport à cela. En tout cas, dans l'ensemble, on voit qu'il y a une certaine mobilisation de la part de certains acteurs qui sont invités à ce forum. Est-ce que c'est le cas pour les chefs d'État? Est-ce que c'est le cas pour les gouvernements qui ont été invités? C'est la grosse question parce que jusque-là, jusqu'à date, on attend la liste des chefs d'État qui sont déjà arrivés à Saint-Pétersbourg. Pour le moment, nous n'avons pas la liste, mais il faut quand même dire que je viens d'avoir la confirmation que un président africain est déjà là, c'est le président burkinabé, le capitaine Ibrahima Traoré. Il y a eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères de Guinée, le docteur Morissanda Kouyaté. Donc c'est pratiquement le seul chef d'État pour le moment que nous avons la nouvelle qu'il est effectivement à Saint-Pétersbourg ici. Alors, côté guinéen, la délégation, est-ce qu'elle est arrivée ici? Oui, puisque vous avez déjà parlé du cas du docteur Morissanda. Est-ce que c'est lui-même qui conduit la délégation? Quelle est sa composition donc? Qui sont les officiels présents aujourd'hui côté guinéen? Côté guinéen, il y a deux personnalités de grandes figures qui sont déjà arrivées. Il y a le docteur Morissanda qui est accompagné de certains de ses cadres. Et en plus de Dr Morissanda Kouyaté, il y a aussi que le président du Conseil national de la transition, le Dr Dansa Kourouma, qui est aussi là. Il est arrivé ce matin, il a été accueilli par
quelques conseillers et conseillères qui l'avaient devancé. Et je pense que c'est les deux qui conduisent la délégation guinéenne parce qu'ils ont été les deux à être reçus aujourd'hui par le président de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et les travaux proprement dit, c'est demain, le 27. À date, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre? Bon, c'est une rencontre essentiellement économique, il faut le souligner, parce que on se rappelle que le forum de 2019 de Sochi avait pris des engagements, notamment la Russie s'était engagée à investir sur le continent africain quelques 40 milliards de dollars, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les engagements n'ont pas été respectés parce que selon une dernière évaluation des instances qui suivent sur cette promesse, il n'y a que seulement 14 milliards qui ont été investis sur le continent. Et lorsque vous voyez les pays bénéficiaires, c'est seulement quelques pays maghrébins qui ont bénéficié de ces investissements. Donc l'enjeu d'abord c'est économique. Est-ce que la Russie va renouveler les 40 milliards qu'elle avait promis au continent africain en 2019? C'est la grosse question. Pour le moment, il faut que les chefs d'État, il faut qu'on ait la liste des chefs d'État qui se sont déplacés. On nous annonce une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Mais pour le moment, il faut voir la composition de cette liste pour voir que est-ce qu'il y a des chefs d'État qui sont aujourd'hui capables de porter la voix du continent africain pour que cette promesse soit renouvelée. Mais à côté de cet engagement quand même économique, il faut dire que plusieurs autres sujets seront abordés, notamment la question des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La Russie qui veut aider certains pays aussi à développer le digital dans leur pays. D'activité. Mamadi, Ternan, Kamisoko, on nous impose la pause. On va donc partir à la pause et on se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission. On nous apprend également que la situation évolue heure après heure du côté du Niger. Des tirs de sommation de la garde présidentielle contre des militants favorables au président. C'est un journaliste de l'agence France Presse qui vient de faire ce tweet. On va donc partir. D'abord, je pense que ce deuxième sommet Russie-Afrique va connaître moins de présidents que le premier en 2019. Ah bon? Parce qu'on apprend que, vous savez qu'il intervient dans un contexte, on va dire, d'isolement relatif de la Russie par la communauté internationale. En les lien Occidentaux avec, notamment. Exactement, en lien notamment avec la guerre en Ukraine. Oui. Mais moi personnellement, je m'interroge pratiquement depuis que j'ai entendu parler de ce sommet. C'est la Russie est aujourd'hui présentée comme une alternative en termes de partenaire du continent africain. Personnellement, je me demande est-ce que la Russie en tant que telle peut être une alternative, une autre option, dans la mesure où, à mes yeux, la Russie offre davantage des prestations sécuritaires que des prestations en termes de développement. Et sans oublier que on va dire que la Russie, souvent dans ces pays-là, il y a une certaine tradition établie. C'est depuis une soixantaine d'années, il y a des types de coopération, il y a des types de langues, il y a une certaine culture qui a été établie. Je ne sais pas comment est-ce que la Russie va réussir à se greffer à ça dans la perspective en tout cas pour ce qui est du long terme, mais il faut dire que cependant il faut admettre que en raison du contexte qui prévaut notamment en Afrique de l'Ouest, oui, la Russie peut estimer avoir gagné des points parce que voyez-vous par exemple, parce qu'on l'a vu du côté du Mali, du côté du Burkina notamment, pendant qu'on brûlait les drapeaux français, on faisait monter le drapeau. D'ailleurs, moi je pense que la montée en puissance de la Russie en Afrique, c'est davantage au détriment de la France parce que les trois pays dans lesquels la Russie a plutôt réussi à s'installer, c'est la Centrafrique, c'est le Mali Wagner, et peut-être moindrement au Burkina, c'est des pays du jadis précaré français, bien entendu. Voilà, des anciennes colonies de la France. Donc c'est davantage la France qui paye cette montée en puissance de la Russie en Afrique. Et peut-être autant l'Afrique doit pouvoir s'interroger, autant la France aussi doit pouvoir s'interroger dans ses rapports avec le continent africain.
Bonsoir, on refait le monde. Vraiment dommage. C'est seulement en Afrique qu'on justifie les coups d'État pour se légitimer. Même en Occident, diriger n'est pas facile. Au contraire, c'est plus difficile car les présidents sont confrontés au blocage, mais les institutions sont toujours fortes. Alors, pourquoi toujours chez nous? Donc, une réflexion grande doit être prise. Ibrahim Assila, depuis le New Jersey aux États-Unis. Oui, Lamine Mounimassisi. Alors, j'ai lu une communication russe, des autorités russes qui se plaignent du fait que les pays africains subissent une trop grande pression pour ne pas qu'ils répondent à l'invitation de la Russie dans le cadre de ce sommet. Nous nous souvenons, le dernier sommet, il y avait presque tous les chefs d'État s'étaient bousculés au portillon de Kremlin pour participer à ce sommet. À l'époque, Poutine, il était encore très fort. Donc, il était membre du G8 et il était l'une des plaques tournantes des grandes décisions du monde. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est de faire le choix. Bien évidemment, le choix entre le soutien des Occidentaux et le soutien de la Russie. Et ce que dit Sanso, c'est beaucoup plus. On pourrait bien se pencher du côté des Occidentaux que du côté de la Russie. Alors, si la Russie, si c'était par exemple les BRICS, donc on aurait le choix allait être encore très, très compliqué. Très cornélien. Parce que les BRICS, il y a la Russie, il y a la Chine, qui est le plus gros investisseur en Afrique, sur le continent aujourd'hui. Après, Afrique du Sud. Voilà. L'Inde qui prend aussi une très bonne dimension en Afrique. Alors, je dis bien que si c'était les BRICS qui rencontraient les pays africains, et vous verrez d'ailleurs au sommet des BRICS en Afrique du Sud, tous les Africains, presque ils seront. Et il y en a d'ailleurs qui quémandent l'invitation pour être présent à cette grande rencontre qui constitue une grosse opportunité de financement, d'investissement dans leur pays respectif. Alors, ça va être un peu compliqué, mais ce que j'apprécie, notamment du côté de la Guinée, c'est que la Guinée n'est pas absente là. On a une histoire avec la Russie. On a une très grande histoire avec la Russie. Pour ceux qui sont passés par l'université Gamal Abdel Nasser savent de ce que s'agit. Voilà, donc tous les intellectuels, tous les premiers intellectuels grands cadres du pays ont été formés par les Russes. Ont été formés à l'Union soviétique à l'époque. Et donc et c'est pourquoi j'ai bien aimé ce discours de Dansa lors de la rencontre parlementaire des parlements africains avec le parlement, la Douma, le parlement russe. Il a dit qu'il a rappelé cette histoire, ce passé historique, ce lien historique entre la Guinée et la Russie. Et il a terminé son discours en disant que les deux pays ont droit à la paix et à la sécurité. L'Ukraine et la Russie. L'Ukraine et la Russie. Parce qu'à l'époque, c'était l'Union soviétique. On recevait des professeurs russes, mais également ukrainiens. Oui, donc c'était un très Si vous permettez, on va aller rapidement.